passe sur les deux groupes. Idée inconnue. C'est vraiment la merde de C'est alors. Ah, ça prend forme. Ah, on voit quelque chose. Oui, oui, ça prend forme. Je ne sais pas si vous le méritez. Hein. Ah si, c'est Jean-Louis qui On est resté fidèles. Oui. parle, mais Comme des menhirs. il n'exprime pas. Comme des menhirs. C'est ce chapitre-là. Ouais, c'est bon. Il n'y a pas de son. Alvaro sbrigati che tardi. Voilà, c'est tout pour dire extrait. Les trois bonnes sœurs, anecdotiquement, on les retrouve systématiquement dans tous les films de Tony. Et je ne vous les montrerai pas, je ne parle pas des bonnes sœurs. Une autre fois, peut-être. Chapitre 7. Donc là, on passe à Blow Up. Dans Blow Up, il y a plusieurs traversées de ville. Il y en a une particulièrement autonome par rapport au récit et par rapport à la vision qu'il propose. Chapitre 7. Donc le dernier extrait, un extrait de Zabriskie Point à la 9e minute, 9 minutes et demie. La prochaine fois, on sera sponsorisé par Warner. Moins de 16 ans.
patienter une minute avant de rentrer dans la séquence qui est intéressante. The door open to the roof. Could you, could I go up? Tu présentes la femme de I Dennis just Hooper wanted to get a book I left up pour there la at petite. lunchtime. What book? Why not you in the cafeteria? Well, who could give me permission? Evening, Miss Allen. Hello, Tom. Working late tonight. Yeah, sure. Keep busy. Can I help you? Yeah, I hope so. I was taking the place of someone's secretary today, and I went up to the roof. At lunchtime. And I left something. A book. You do secretarial work, do you? Well, it's not something I really dig to do. I just work when I need bread. Voilà. Donc, aucune ville n'est homogène, elles sont construites différemment dans l'histoire, dans l'espace. Elles présentent toutes, ou presque, une collection de formes qui finissent toujours par faire une collection d'images, une sorte de mnémosine urbaine de laquelle nous pouvons mettre en lien les différents points qui sont toujours des points de vue. Traverser ces villes constituait autrefois une manière de les mesurer. Mais les traverser comment? Une façon de traverser les villes serait de le faire par le biais des images, puisque nous parlons de point de vue. Je ne dis pas en images, mais bien par le biais des images. C'est-à-dire qu'il s'agirait d'observer comment la ville et les images se construisent ensemble dans le même mouvement. Walter Benjamin souligne bien ce mouvement dans Paris, capitale du XIXe siècle. Haussmann construit sa ville comme s'il s'agissait d'une image en perspective, et tout le livre sous-tend la connivence entre la photographie, l'urbanisme et l'architecture, fondés tous sur la mise en perspective. Urbanisme et image, le cinéma peut nous aider à comprendre cela d'une autre manière, puisque l'art du mouvement peut restituer dans le temps et dans l'espace la traversée des apparences urbaines. Autrefois, Paris se traversait en 1 heure, à pied. Aujourd'hui, on n'imagine même pas pouvoir le faire, faute de temps et faute de sécurité. Même les flâneries les plus proches des surréalistes ou des situationnistes nous semblent loin des circonstances actuelles. Les moyens de transport sont devenus obligés avec la modernité industrielle. La voiture même n'est plus le moyen privilégié pour cela, trop individuel, trop polluant, etc. Pourtant, il fut une période où tout l'urbanisme a pu être plié à l'automobile, familiale, entre guillemets, ou individuelle, tant celle-ci paraissait à la fois horizon social du plus grand nombre et source de profit des autres.
Ce temps n'est pas très éloigné, il n'est peut-être pas fini, même s'il est écorné. Et du point de vue de l'art, de l'esthétique, cette période, celle des années 50 à 70, constitue une référence estimable pour beaucoup d'artistes encore en activité. Pour les philosophes et les urbanistes, je ne peux pas répondre. La ville de cette époque-là a été un modèle ou un motif iconographique fort. Je souhaiterais proposer ici l'appropriation de ce motif par l'un des cinéastes les plus représentatifs de cette période, Michelangelo Antonioni. Celui-ci, à travers des films de cette époque, propose une vision urbaine par le motif de la traversée, renforçant la visibilité de l'hétérogénéité par le moyen du déplacement, dans lequel l'automobile, et une forme particulière de celle-ci, devient une machine à voir, voire une sorte d'appareil à condition qu'on n'y voit pas un médium au sens de la mythologie. L'automobile, on va le voir, dépasse largement son statut social et son rôle symbolique qu'une iconographie pourrait reconnaître et se justifie totalement cinématographiquement. Certes, il s'agit ici de représentation et de fiction, mais il existe chez Antonioni une acuité dont la source est le fondement documentaire de son œuvre. Il commence en effet sa carrière comme documentariste, je vous rappelle Jean Duclos en 1943, Nettoyage urbain en 1948 et la Chine, notamment son film sur la Chine, en 1972. Et peut-être son dernier film, Le regard de Michel-Ange, est une sorte de documentaire également. Il y a donc, je pense, une réelle volonté chez lui de donner cette pensée de la ville qu'il construit visuellement depuis le début de sa carrière, soit comme documentariste, soit comme cinéaste de fiction. 3 films donc le conduisent particulièrement à proposer ces visions urbaines à travers le déplacement obligé que nécessite l'appréhension de cette hétérogénéité urbaine et qui se fait dans le temps autant que dans l'espace selon la nature du cinéma. Le cinéaste italien construit cette vision d'abord dans une forme qui rend compte de la ville à travers un déplacement rapide, elliptique et descriptif dans l'Aventura. Progressivement, cette vision devient autonome dans Blow Up jusqu'à constituer une esthétique propre, autonome entre guillemets si on veut, avec Zabriskie et Porte. Mais cette autonomie quasi totale qu'elle acquiert dans ce dernier exemple, la forme cinématographique nous fait sentir que cette vision est tributaire de la forme de la ville elle-même et de la manière dont on la traverse. Ce qui forme un indice, au sens déductif, pour penser qu'au bout du compte, c'est sans doute à chaque fois une explication valide. Passer quelques images. Si vous voulez s'ouvrir. Donc je vais reprendre par ces quelques images ce que vous avez vu en film, parce que c'est quand même assez rapide, notamment dans l'Aventura. Dans l'Aventura, Rome se traverse à rebours de sa profondeur historique, d'un lieu actuel en construction à un lieu plus ancien, à travers des formes antiques. Donc on part d'une ville qui est nettement en construction, on passe à travers des endroits qui sont ou antiques, comme ce portail, ou baroque, ou ancien. Voilà. Quelque part, Rome reste une image, collage culturel, hyperlieu imaginaire. Londres, Londres dans Blow Up est l'archétype de la ville moderne avec ses quartiers divers, alternant un développement ancien horizontal et des quartiers d'affaires verticaux. Il se traverse plusieurs fois dans le film, mais jamais autant avec la logique serrée, la cohérence cinématographique de cette séquence particulière. La linéarité du trajet est traduite visuellement, mais sur un rythme temporel et visuel qui privilégie la vision par le mouvement cinématographique à l'aide du point de vue embarqué, ici aussi comme dans l'Aventura. Mais cela ne dure pas longtemps. La ville impose au cinéma ses ruptures formelles qui se coulent ici dans le montage cinématographique. Blow Up propose par ailleurs plusieurs traversées automobiles
au travers de quartiers différents dont l'addition cinématographique propose un mélange formel déroutant. D'autre part, comme la Rome de l'Aventura mais différemment, Londres est une ville en train de se faire, il y a des formes en construction sur lesquelles Antonioni s'attarde volontairement. De plus, c'est un espace qui se charge de symboles, comme on le verra, alors même que la Rome du premier film s'en trouve curieusement démunie, là où on s'y serait pourtant attendu. Enfin, dans Zabriskie et Point, on va peut-être retourner à... Vous avez déjà fait tout. On fait tout. Et puis on revient on sort. Et on va dans le dossier d'après. Voilà, c'est cela. C'est pareil. Enfin, dans Zabriskie et Point, Los Angeles nous apparaît dans une absence d'identité spatiale et historique, dans une isomorphie démesurée, et se traverse n'importe comment, de façon chaotique et chaotante, encore plus déroutante que précédemment, dans un mouvement constant de la caméra et du regard, à la limite de l'hystérie visuelle et sonore. Car, plus que dans les deux autres films, la séquence de la traversée automobile de Los Angeles est un moment audiovisuel très marqué et qui commence d'ailleurs, ce n'est pas un accident ou un hasard, par un travelling le long d'une fresque dont l'auteur s'est tué en la réalisant. 3 films donc, 3 traversées, mais 3 villes différentes dans leur structure urbaine et leur forme plastique. Et donc 3 moments cinématographiques très singuliers, portant ces 3 visions comme on porte un étendard, c'est-à-dire comme un point focal sur lequel on ne lâche pas le regard pour comprendre où on est, où, c'est-à-dire dans quelle ville et dans quel film. Pour en finir avec cette présentation, on croisera ici la notion d'hétérotopie, mais conçue comme une dynamique et non comme un lieu dont la profondeur et la singularité en feraient un objet statique, ou simplement différentiel, voire un lieu littéralement hors là. C'est peut-être encore le cas dans ce film totalement hétérotopique qu'est l'Aventura, où la traversée se retrouve ici coincée entre 2 secteurs urbains qu'elle n'a pas le temps d'apparaître, comme un lieu elle-même, mais la dynamique du mouvement cinématographique porte les 2 autres traversées vers une forme qui va progressivement, de blow-up à Zabriskie et Point, devenir mobile dans une liaison hyper hétérotopique. Et l'instrument de cette liaison, c'est la machine à voir automobile. On va passer au dossier d'après. Merci. Avant d'en venir à la forme de la vision elle-même, parlons de ce qui la permet, son médium, l'automobile. Loin de moi l'idée de construire une médiologie de la voiture sans doute déjà faite. Plutôt considérer ici ce moyen de transport de la vision. Un problème? Non, je pense que c'est trop d'image pour... On va peut-être passer les images une par une, de toute façon. C'est toujours le même dossier Allez-y, c'est Ah, j'ai déjà passé. C'est bon. On reste là. Ainsi, ces 3 films proposent en tant qu'iconographie le déplacement à travers la ville, au moyen de l'image mobile, de la voiture dans les rues, et cela dès les premières images pour certains, mais encore la voiture porte l'instrument, la caméra embarquée. Plus encore, elle prête sa vision propre au cinéma. On voit la ville depuis la voiture, et on voit la ville comme la voiture la voit. Si on me pardonne de donner ainsi une conscience perceptive à une machine, mais je ne serai sans doute pas le premier. La forme cinématographique de la ville prend naissance dans le mouvement de la voiture et dans sa vitesse, en elle-même variable. La voiture est une sorte de personnage, de par le rôle qu'elle joue, et à chaque fois, de par sa catégorie particulière. En effet, elle n'est pas n'importe quelle voiture. Un coupé, décapotable, un cabriolet. Dans les films convoqués, ce cabriolet est l'élément permanent, mis à part Zabriskie et Point, où elle est, pour la séquence qui nous occupe, une camionnette, dans l'Aventura et dans Blow Up, mais aussi dans Profession reporter, dont je ne parlerai pas. À chaque fois, par contre, il y a une image, encore.
Voilà. Profession reporter. J'en suis. À chaque fois, une caméra est embarquée dans un coupé décapotable. Quel type de vision permet cette situation scénographique? Quel regard permet-elle sur la ville? Le cabriolet n'occulte pas la rue. Il n'est pas un obstacle pour la caméra. Sa vision se mêle avec celle de l'appareil cinématographique, nouvel appareil liant l'univers photo-cinématographique et l'univers automobile pour des connexions infinies. En général, les voitures sont fermées. Protection des dangers, de la météo, des regards, isolement de la ville, etc. Ne pas se laisser pénétrer par elle. Ici, au contraire, le cabriolet offre une ouverture déployée vers le paysage urbain et un renforcement de la mobilité de la caméra qui est aussi plus libre, proposant également un couplage plus fort du conducteur avec le paysage comme contre une fermeture protectrice de la berline. On reconnaîtra peut-être dans mes propos une idée reprise à l'esthétique de la disparition de Paul Virilio, qui encourage cette analogie entre cinéma et automobile en développant la similitude entre le pare-brise et l'écran, et le mouvement de la voiture avec celui du cinéma. Cela dit, nous ne sommes pas ici dans le cas d'une berline, justement, fermée, formant salle, obscure, où le cinéma se contemple. L'occurrence est différente, en ce que la voiture en question est toujours une décapotable. La fermeture a disparu, nous sommes en plein air, dans une sorte de drive-in, cette fois-ci bien nommée. Cela élargit la vision, déborde l'écran, ne met pas d'obstacle à une vision à 360 degrés. Et cela met le conducteur, et ainsi peut-être le spectateur, en danger. Trop d'air, trop de bruit, trop de mouvement, mais aussi trop d'images. Un effet qui avoisine l'ivresse, celle qui se manifeste dans les situations de déséquilibre, comme de tourner sur soi en vitesse, par exemple. Ici même, pour faire une digression, notons que les voitures d'Antonioni ne sont pas les mêmes à chaque fois et que si la vision change dans les environnements urbains différents, l'automobile propose aussi de caractériser celui qui la conduit ou se déplace avec. Que représente la décapotable dans l'univers urbain et les représentations de cette époque? Elle est l'écho de plusieurs mythologies modernistes. Reconnaissance et réussite sociale, individualisme, on n'y trimballe pas sa famille, l'élitisme, dans Blow Up c'est une Rolls-Royce, starletisation, sport, etc. Dans l'Aventura, hein, le cabriolet Hillman Mix Phase 5 convertible, 1951, pour les fétichistes, est conduit par un chauffeur, ce qui classe ses passagères, l'une d'entre elles au moins, comme une fille de très bonne famille. Le film, par ailleurs, commence dans une villa chic sur les hauteurs de Rome. D'autres indices dans tout le film. Dans Blow Up, le photographe n'a pas besoin de chauffeur. C'est un être indépendant, très fortement individualiste, un artiste. Mais c'est une Rolls-Royce. Le dessus du paquet, la Silver Cloud 3 Moliner Packard Drophead Coupé alias Chinese Eyes, modèle édité à 100 exemplaires par le carrossier Moliner Park en 1965 pour les collectionneurs. À un moment du film, le photographe fait cette remarque qui fait sourire: « Si j'avais de l'argent, je serais libre. » Pour Zabriskie et Point, merci. Il n'y a pas de cabriolet, c'est un autre monde, seulement un vieux camion brinque-ballant, un Ford F-Series 1963. Ah, je vous signale qu'il y a un site internet qui recense toutes les voitures de tous les films que vous pouvez voir. IMCDB, c'est une merveille. Je remercie mon collègue Jean Louiès qui m'a fait rencontrer cette chose-là. C'est tout à fait... La science de l'art progresse. Oui, tout à fait. De l'iconographie, en tout cas. Mais c'est justement ce brinque-ballement qui va à son tour produire la sorte de vision, voire l'auto-vision de la ville américaine telle qu'Antonioni nous la propose. Tout comme le cabriolet, la camionnette est à son tour une machine à voir. En effet, plusieurs plans sont d'ailleurs filmés depuis le plateau du pick-up. La configuration de cette voiture propose une position ambivalente permettant à la fois de visualiser le paysage depuis la voiture et de porter le regard de la caméra vers l'intérieur de l'habitacle. Quoi qu'il en soit, Antonioni, merci, n'est pas le seul à cette époque à utiliser le dispositif cabriolet plus caméra. Godard le fait dans Pierrot le Fou,
Jacques Demy, dans son film américain Model Shop en 69, qui a bien des égards, beaucoup de proximité avec Blow Up et The Rescue Point, et bien d'autres sans doute, tels que Stanley Kramer dans Le Dernier Rivage, c'est le dernier plan du film, en plus, en 1959. La voiture décapotable est-elle un nouveau médium qui remplace ou constitue un dispositif technique appareillant la vision dans sa conjonction avec la caméra cinématographique, déjà en œuvre, explicitement, et explicitement montré dans L'homme à la caméra de Dziga Vertov. Cet exemple, étant un film sur la poétique du film lui-même, montre assez clairement que dès le début du cinéma mobile, l'alliance caméra décapotable semble tentante pour les cinéastes qui souhaitent produire une vision dynamique et animée de la ville et du paysage urbain. En tout cas, l'objet lui-même est récurrent dans toute l'histoire du cinéma. Il forme une sorte de mythologie qui va de Dziga Vertov et Buster Keaton à David Lynch, Sailor et Lula, Blue Velvet, en passant par Hitchcock, qui en use et en abuse. D'accord ? Voilà, merci, vous aurez reconnu les films. Godard, on l'a dit, qui en fait évidemment une machine de mort dans Le Mépris. Merci. Et bien sûr, tous les James Bond, ici voici toutes les voitures, je ne les ai pas notées, je suis désolé, mais vous irez voir quand même, il y a encore une, dans Dr No. Voilà, je crois que... Et puis ça, je ne sais plus dans lequel c'est. Gageons aussi alors, que le véhicule de Luke Skywalker dans Star Wars 4 ressorti du même genre. Réservons notre attention à ce monde en soi que constituent les années 60, sans doute parce que si Lynch, par exemple, ou Tarantino, encore, ici dans Kill Bill, l'utilise tant, c'est sans doute en raison de sa présence dans le cinéma moderne des années pop. À tout seigneur, tout honneur. On va changer d'heure. Merci. Donc, deuxième partie, le déplacement comme forme de l'hétérotopie, le cas particulier de Blow Up. Voilà. Par le biais du cabriolet, le déplacement témoigne de la ville, qu'il soit l'expérience réelle pour tout un chacun, ou qu'on envisage dans sa traduction cinématographique. Il faut considérer le déplacement comme une forme de la ville, au même titre que l'architecture, l'infrastructure des services ou les rapports sociaux qui en découlent. Par conséquent, le déplacement introduit aussi des changements dans la vision traditionnelle en fonction de son évolution technique et permet de comprendre et renouveler le mouvement de la ville. Il permet aussi d'en apprécier la diversité, son hétérogénéité spatiale et formelle. Dans la séquence de Blow Up, où l'on voit pour la première fois le photographe se rendre en direction du parc, la ville change au fur et à mesure que la voiture se déplace. C'est déjà le cas dans la séquence initiale de l'Aventura, où l'on passe en voiture d'une typologie urbaine à une autre, mais Blow Up radicalise ce propos et permet d'en montrer plus dans une séquence plus longue. Ainsi, le film change en fonction du déplacement. D'une part, c'est ce déplacement qui est le véritable début de l'intrigue, après 20 minutes de film, d'une chronique ordinaire. Ensuite, de tous les déplacements montrés dans le film, c'est le seul qui tente vraiment de lier la forme cinématographique à la forme de la ville. D'abord furtive, vive, énervée, voire intrépide et risquée, la conduite manifeste le caractère foncièrement individualiste du personnage. Le regard cinématographique qui lui est lié suggère que le conducteur, pourtant photographe, ne s'intéresse pas aux espaces qu'il traverse. Le cinéaste, feignant de ne pas s'y intéresser, a bien soin pourtant de filmer la rue, la furtivité du filmage, avancer un petit peu, donnant une forme à son regard, de façon à ce que l'on puisse observer de quoi elle est faite. Des bâtiments bas, peints en rouge, une couleur qui, si... on va revenir en arrière, merci. Des bâtiments bas, peints en rouge, une couleur qui, si elle peut faire couleur locale, n'en a pas moins une finalité cinématographique. Servir en contrepoint à un élément architectural à venir. On va avancer un petit peu. Non, on va un petit peu aller en arrière. Non,
encore en arrière. Merci. Encore. On est allé trop vite. Encore. J'ai pas avancé, moi j'ai resté dans le thème. C'est bizarre ça. Alors on va changer de fil de dossier. On va aller en fait. Non, on va rester. Ah, ça. Ouais, on va rester. On va aller sur la grande. Avec les Ouais. Excusez-moi. Donc, voilà ici. La couleur rouge, donc, qui sert de contrepoint à un élément architectural à venir, la Maison Bleue, qu'on voit ici dans 4 photogrammes. Il n'est d'ailleurs pas impossible de penser qu'Antonioni ait choisi cette rue pour sa couleur vive et fraîchement peinte. Je rappelle qu'il avait l'habitude de faire repeindre les éléments de nature ou de culture qui arrivaient dans son plan, notamment à partir du désert rouge, où il repeint des forêts entières, une rue de Ravenne en gris, enfin, etc. Là, je ne pense pas qu'il l'ait fait, je n'ai pas récolté de témoignages là-dessus. Mais il semble qu'il l'ait quand même choisi pour ce côté-là. Le point de vue est d'abord par-dessus l'épaule du conducteur, puis près de lui, sur le siège, en contre-plongée, plus une fois depuis le siège arrière en contre-plongée. Nous sommes bien dans la voiture et dans le film. C'est le point de vue d'un passager clandestin, un tiers fantomatique présent dans tout le film, manifesté souvent par le regard de la caméra. Je vous renvoie petit bouquin que j'ai eu le malheur de commettre sur Blow Up, et aussi au texte de Slavoj Zizek, Lacrimae Rerum, où il ne parle pas d'Antonioni, mais où il développe à propos d'Hitchcock ce même point de vue d'un passager clandestin qui serait incarné par la caméra. Ce qui est une caractéristique du cinéma d'Antonioni. L'acteur, lui, garde les yeux sur son parcours, droit devant lui, vers son destin. On peut dire qu'il est alors paradoxalement fondu dans la ville, puisque la traversant sans la voir, il ne s'en exclut pas en se marquant comme dans une position de regardeur qui nécessiterait un recul ou une exclusion, comme il aura d'autres occasions de le faire ensuite. Il faut s'intéresser à la versatilité du point de vue, d'abord dans le dos, puis à côté du conducteur, puis de nouveau dans le dos vers la fin de la séquence. En effet, un point de vue unique n'aurait proposé qu'une vision restreinte de la ville et du trajet. Ici, au contraire, une vision dynamique, changeante, mais pas aléatoire, est totalement conditionnée par 3 paramètres précis. Le premier, nécessité filmique de rendre compte cinématographiquement de la traversée. Deuxièmement, l'environnement lui-même et sa configuration variable. Et troisièmement, la clandestinité du regard, qui est une constante du film. On n'y sait jamais vraiment qui représente le point de vue de la caméra, le cinéaste, le protagoniste, ou encore, comme je l'ai dit à l'instant, un tiers qui marche à ses côtés, pour reprendre l'expression de T.S. Eliot, et qui épaissit le mystère du film. Cette versatilité du point de vue, le film en joue sans cesse, mais ici, elle dispense très précisément un point de vue, et plus exactement un sentiment particulier que l'on pourrait traduire par l'expression « curiosité manifeste », que je préférerais évidemment à la sempiternelle inquiétante étrangeté. Rappelons pour l'anecdote les propos du peintre Georges Braque à propos de la vision perspectiviste conventionnelle. Le point de vue est une toute petite chose, c'est comme celui qui, toute sa vie, dessinerait des profils en faisant croire que l'homme n'a qu'un seul œil. Certes minime mais efficace, la variation du point de vue mobilis in mobile propose ici 3 types de visions que le cinéaste tente de mettre en crise pareillement. Le premier, la vision perspectiviste illusionniste, par exemple dans les premiers plans de la séquence, depuis l'arrière de la voiture vers l'avant, prenant la rue en perspective, mais saisissant dans son champ des objets l'empêchant de bien voir, ou des objets bougeants de façon à en perturber l'appréhension, comme la camionnette noire, par exemple, que le photographe va doubler d'une façon énervée. Deuxièmement, la mobilité de ce point de vue perspectiviste dans le dispositif de la caméra embarquée. Le cabriolet, conduit de façon pour le moins sportive, propose
ainsi une incessante remise en cause de la vision dans le ballet automobile. Troisièmement, enfin, la vue de côté, en contre-plongée, qui fait semblant de s'intéresser au profil du conducteur, mais perturbe la vision du spectateur par le défilement incessant des maisons rouges en arrière-plan. Ne dit-on pas, dans les vieux manuels de peinture, que le rouge avance d'un point de vue perceptif et que cette couleur aura donc tendance à venir au regard en premier, à rendre ambigu l'espace en creusant l'espace à rebours vers le spectateur et en ramenant le fond vers l'avant au risque d'occulter le premier plan. Puis, le rythme de la séquence devient plus lent. Nous arrivons dans un quartier hors de la zone naturelle du photographe, un autre Londres émergeant dans une architecture en construction, au milieu d'un réseau urbain vieillot, petit bourgeois contre prolétaire. Ce nouveau rythme suggère une attention nouvelle, mais peut-on la prêter vraiment au conducteur? En effet, ne connaissant pas ce quartier, le photographe pourrait y manifester plus d'intérêt en tant que professionnel du regard. Mais lorsque la caméra panoramique vers le paysage urbain, une fois passée la Maison Bleue, le regard de la caméra, très attentif cette fois-ci, reste par-dessus l'épaule du photographe. C'est toujours le couple cabriolet-caméra qui est à l'œuvre. Le film ici nous offre un étonnant moment de mise en scène urbaine et cinématographique. La figure de la Maison Bleue, comme aboutissement et frontière de la ville traditionnelle, est caractéristique. Du point de vue perceptif, après la violence du rouge irritant les plans précédents, elle apaise la séquence autant que la rupture du rythme du montage. Ensuite, elle fonctionne comme un octroi symbolique, un checkpoint plastique entre un domaine où le photographe est maître de ses images et un territoire encore inconnu où le sujet du film peut enfin démarrer dans une altérité totale des images, des personnes, des lieux, enfin. Au bout de la rue, nous trouverons ainsi le magasin d'antiquités, sorte d'aleph borgésien où s'agglomèrent dans un bric-à-brac visuel et matériel des espaces et des temps, l'ancien et le nouveau, le grec et le chinois, le classique et le romantique, le chic et le kitsch. La présence forte de la Maison Bleue n'est sensible que par le ralentissement du rythme de la voiture, comme du film, et le panoramique embarqué qui, tout en glissant lentement sur elle, insiste sur sa présence. La maison elle-même est une sorte d'avertissement pour dire que quelque chose change ou va changer. Figure narrative à laquelle Antonioni nous a habitués. Sa singularité vis-à-vis des maisons rouges précédentes signale un monde décalé, étrange, mystérieux. Il s'agit, dans cette séquence, de payer un tribut à la vision de la ville et d'accéder à un autre monde, littéralement, pour lequel il est également besoin de passer le pont, la Maison Bleue, pour voir les fantômes apparaître, ceux qui vont apparaître dans le parc, comme dans le Nosferatu de Murnau. Et effectivement, le paysage urbain change de façon radicale après cet octroi visuel, et le couloir de briques de la rue londonienne fait place à un espace plus ouvert, des habitats collectifs modernes en construction, presque les mêmes, avec leurs variantes plastiques, que ceux qui initient l'Aventura, qu'on a vu tout à l'heure. Et Antonioni prend son temps pour nous les montrer, même si les deux plans qui inspectent ce nouvel environnement sont relativement courts. Alors j'ai dit fantôme. Est-ce seulement une figure de plus dans l'esprit du temps qui viendrait appuyer la question de la mort qui va apparaître un peu plus tard dans le film? Notons que dans le plan qui fait lien entre les deux univers urbains, tout de suite après la Maison Bleue, apparaît une cheminée d'usine. Je ne sais pas si je vais... Non, il n'y est pas. On va rester sur le apparaît une cheminée d'usine. Puis les bâtiments en construction, dans le temps du film. Après la Maison Bleue, cheminée d'usine, puis ensuite bâtiments en construction. Dans un curieux renversement que le mouvement de la caméra seul rend possible. En effet, la cheminée est plus loin dans l'espace, mais apparaît à l'écran avant les nouveaux immeubles en chantier. Cette présentation fait sens. Elle indique un ordre dans la chaîne industrielle, ou encore le remplacement d'un monde par un autre, à la fois relégué, son éloignement spatial, et remplacé, sa démolition probable pour faire place aux immeubles.
Alors, j'ai fait une petite note de bas de page, j'ai consulté Google Maps pour aller voir ce quartier aujourd'hui. Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus que des kilomètres de ces bâtiments-là. Juste après, la Maison Bleue qui n'existe plus. Donc, pour les amateurs qui voudraient faire un petit voyage nostalgique, c'est râpé. Mais au-delà de cette interprétation, somme toute aléatoire, la cheminée et la Maison Bleue restent deux signes urbains forts qui sursignifient le nouveau monde que l'on pénètre à l'instant et dont le mystère va très vite s'incruster dans l'image au plan suivant, sans que personne encore, ni le spectateur du film, ni le personnage de la fiction, ne puisse l'identifier. Cette enseigne de néon, alors je ne sais pas si on peut la agrandir, non. Il faudrait retourner dans le fichier blow-up, voilà, comme ça, et aller vers la fin, là, vers ce plan-là, par exemple. Cette enseigne de néon que l'on reverra à la suite du film plusieurs fois, notamment au moment du retour nocturne dans le parc et au nocturne au petit matin. On peut voir l'image d'après, juste celle d'après. Voilà, qui est ici. Hein, je sais pas si non, voilà, ici. Qui est une enseigne de néon que Antonioni a fait construire, qui ne signifie rien. C'est des semblants d'écriture, mais ce n'est pas une écriture. Et qui va jouer un rôle strictement visuel dans la suite du film, et qui participe donc de l'étrangeté qui se construit, une étrangeté qui vise à l'incompréhension du monde et à l'aliénation, qui est un des grands problèmes d'Antonioni. Donc troisième, dernière partie, non, enfin oui, on verra si on a le temps. Question des passages, on y est en fait, on reste devant. Ainsi, pour passer ces espaces hétérogènes et les lier dans une entité artistique unique, le film, Antonioni utilise, comme tout cinéaste, deux types d'aménagement. Le premier, c'est la mise en scène et le montage, que je dirais inévitable. Et le deuxième, c'est la modification du décor, d'autre part, que je qualifierais d'occasionnelle ou de contingente, mais tout aussi nécessaire. D'autre part, le point de vue, la position de la caméra par rapport à ce qu'est le film est doublé d'un travail de la focale qu'il faut ici noter. Si dans la plupart des plans, la caméra est immobile, deux ou trois usent d'une mobilité double. D'une part, une agilité de la caméra portée visant à produire une image alerte et mouvante, et d'autre part, un usage nerveux du zoom avant et arrière portant le regard sur des éléments urbains qui, parce qu'ils sont pris dans la rapidité du plan et du mouvement, ne sont pas là pour être vus, mais pour être l'image furtive du regard. Au final, on peut sentir une certaine insignifiance, au sens propre du terme, de ce territoire de passage, cet entre-lieu trouble, flou, bougé, qui n'offre pas d'image certaine, construite avec la précision d'un dessin d'architecture ou d'une photographie documentaire, par exemple. Mouvement, déplacement, c'est la caméra qui bouge, mais qui fait aussi bouger, par son propre mouvement, la fixité supposée de la ville, dans une figuralité paradoxale. De quel espace urbain, sinon un univers visuel et spécifique, Antonioni dresse le portrait de la même façon que, avec des moyens différents, on continue encore un petit peu, non, on est dans le blow-up là, on va retourner dans le passage, excusez-moi de vous faire... Voilà. Voilà, on arrête là. Turner, donc Antonioni dresse le portrait de la même façon qu'avec des moyens différents. Turner, dans ses croquis de voyage, fait depuis la diligence ou le coche d'eau sur lequel il se déplace. De quoi peut bien rendre compte cette cinématographie-là, toute la versatilité plastique, sinon d'une ville, que l'on perçoit entre deux plans à la fois divers et en mouvement. Plusieurs images, je ne sais pas si on les voit bien. C'est mieux là-bas que sur l'écran. Ici, il y en a d'autres, encore un. Voilà. C'est des croquis faits en France par... Tout blow-up n'est qu'une succession d'hétérotopies constituées en cercles infernaux, concentriques,
autour du lieu central, le laboratoire de l'artiste. La maison de Bill, le peintre, l'asile de nuit, le parc, le magasin d'antiquités, la salle de concert, le restaurant, la maison bourgeoise, le parc toujours, et dans le parc, la clairière, et dans le parc, le terrain de tennis. Chacun de ces lieux possède à son tour une structure divisée en lieux spécifiques, marquée d'une très forte singularité fonctionnelle ou symbolique. Mais, différent de celui que l'on quitte et celui où l'on va, ce lieu entre les lieux que constitue la traversée propose une forme singulière dans sa différence avec les lieux circonscrits, repérés, définis architecturalement ou urbanistiquement. Il peut être la synthèse ou la recomposition prismatique et kaléidoscopique de la ville, et du point de vue de l'imaginaire, comme on ne connaît pas celui où l'on va et qui se révélera le lieu hétérotopique par excellence, l'entre-lieu peut-il en constituer les prémices? Enfin, est-il lui-même une forme nouvelle d'hétérotopie qui pourrait être en toute occasion nommée la traversée, si tant est que celle-ci, dans diverses pensées symboliques, est effectivement relative à l'interprétation symbolique de la mort? Et si je propose cela, c'est aussi bien parce que l'hétérotopie souveraine est bien pour Michel Foucault le cimetière, et que dans la suite du film, le déplacement se conclura dans un parc où se trouve un cadavre, le parc lui-même, sans croire qu'Antonioni ait pu le choisir à cause de cela, s'étant appelé dans l'histoire Hanging Wood, avant de devenir Marion Whistle Park, de ce fait lieu probable d'exécution capitale. De bien troublantes coïncidences qui font le sel de ces dérives interprétatives, mais il faut bien admettre aussi que les cimetières font partie de la ville. Il s'agit peut-être d'un autre sujet, différent de celui qui nous occupe, et qui reste la traversée des villes, mais il lui est lié, et si l'on veut comprendre ce qui se joue dans l'interprétation de ces figures du passage, il faut le prendre en considération. Passer d'un lieu à un autre, c'est passer à travers l'espace qui les relie. Nous postulons ici que cet espace de liaison est aussi un lieu que le cinéma construit. Qu'est-ce qu'un lieu et qu'est-ce qui le différencie de la notion abstraite d'espace? C'est le fait d'être justement traversé dans l'histoire, dans la culture, mais aussi dans la sensibilité, c'est-à-dire dans l'actualité et le corps, par des actions qui le créent comme territoire d'expérience, ici comme expérience audiovisuelle. Et c'est bien l'action qui crée l'hétérotopie, la met à jour, la révèle et la rend possible, la sort de l'inconnu. Le cimetière de Foucault naît de la conjonction de la mort et du rite, de la croyance et de la nécessité, pas seulement de sa radicale différence avec les autres lieux. Pour construire cet autre lieu, le cinéma propose au moins deux solutions. L'ellipse, via le montage cut, qui est une éclipse de temps, le fondu, via la surimpression, qui est un passage fusionnant les temporalités. La traversée de Blow-Up n'est pas un fondu, et n'est d'ailleurs pas dépourvue d'ellipse, mais détaille et caractérise cette ellipse, elle la distingue. Elle est à la fois temps, montage donc, et espace. Cette conjonction qualifiant précisément le lieu dans une durée et comme conflagration des lieux. Dans Blow-Up, les liaisons sont toujours soit des ellipses, soit des crises de la représentation dans une fausse continuité, rupture, montage, forme plastique. C'est le cas par exemple de ces quatre images. Donc la première image est la dernière image de la séquence précédente, et les trois autres sont les trois premières images de la séquence qui vient. Donc, et on voit que dans ces trois images, donc, on passe d'images montrant des choses qu'on peut à peine figurer à quelque chose qui est, elle, bien définie, qui est la Rolls du photographe. À ce moment, ce sont les espaces hétérotopiques, des glissières spatio-temporelles, sur lesquels se positionnent des arrêts, des stations, des sortes de pycnoses permettant l'irruption du hasard, d'accidents de parcours, qui vont justement changer le cours des choses ou ne servir à rien, sinon à donner du sens, à moudre, à la représentation générale du monde construite par le film, comme par exemple la séquence du concert des Yardbirds qui ne sert à rien dans l'histoire du film, bien entendu.
Ainsi, encore, le retour du parc, au retour du parc, le photographe glisse le long des rues et croise une manifestation antinucléaire. Outre l'aspect esprit du temps qu'elle porte encore aujourd'hui, elle n'a d'autre utilité dans le sentiment d'arrêt ou de distraction qu'elle provoque que de placer un élément d'intrigue quasi invisible, on bascule, là, voilà, top, qui renforce l'idée d'une filature. En général, à la première vision du film, même à la deuxième vision du film, on ne se rend pas compte que le personnage est filé par cette voiture. Enfin, il y a plein d'autres éléments qui produisent ce sentiment. Mais lui-même, dans l'image précédente, merci, jette un regard sur cette voiture qui l'intrigue. Dans l'ensemble du film, et pas seulement dans la scène qui nous occupe plus précisément, cette traversée pour aller au parc, le sentiment d'hétérotopie se manifeste par des effets cinéplastiques et sonores, alternance silence-bruit dans la séquence d'aller au parc, le parc lui-même, via le vent, la confrontation nature-culture, les formes différentes des espaces qui se succèdent, les points de vue variés, subjectifs, non subjectifs, embarqués, etc. Et la singularité des objets, comme la tour lumineuse, par exemple, la maison bleue, ou des êtres, comme les deux homosexuels et leur caniche, le vieux vendeur de la boutique, les manifestants dont certains sont très caractérisés par le film. Au bout du compte, si la traversée se voit comme une autre sorte d'hétérotopie, c'est aussi qu'elle se construit sur des traces, des ébauches de lieux furtifs. Alors on va passer à Zabriskie et Point. Voilà. Alors si dans Blow Up, on traverse la ville pour aller d'un endroit à un autre, et cela à plusieurs moments du film, avec Zabriskie et Point, on traverse pour traverser. La traversée est le lieu même du film. De presque tous les films, de presque tout le film d'ailleurs, en tant que road movie, c'est aussi le cas de beaucoup de films d'Antonioni. Cette séquence de la traversée de Los Angeles en pick-up constitue un entrelieu pour lui-même sans qu'aucune nécessité diégétique ne soit manifeste. L'ellipse aurait suffi puisque par ailleurs Los Angeles est une ville montrée ici sans forme, sans lieu véritable, et constituée par le film comme une succession de points de vue très focalisés, de détails qui peinent à former un tout. Aussi, nous n'allons pas d'un endroit spécifique à un autre, mais nous nous déplaçons dans un monde toujours identique à lui-même, comme dans un jeu vidéo par exemple. Le film lui-même, au moins pour tout ce qui se déroule à Los Angeles, est construit non pas au hasard, mais selon l'idée d'une non-relation entre les séquences, que le récit relie à peine. Une inversion entre elles pourrait se faire, on pourrait mélanger les bobines, on ne s'en apercevrait pas. Nous gageons simplement que l'utilité de la séquence, si besoin est, se tient dans ce penchant documentaire qui irrigue incessamment le cinéma d'Antonioni et qui n'était pas absent des images de l'ombre. Il s'agit ici de nous montrer la vision que le cinéaste s'est construite de cette ville, précisément. Ou encore, on pourrait se demander si cette traversée de Los Angeles, qui nous occupe ici, n'est pas aussi un film dans le film, un autre film ou le germe d'un autre film, expérimental par exemple, tant il se démarque esthétiquement du reste. De quoi cette séquence est-elle faite précisément ? La séquence démarre sans que l'on puisse dire où vont les protagonistes. Ils se déplacent simplement, ils traversent un espace qui ne change pas vraiment tout au long de la séquence. Par contre, le film change. La séquence se singularise très fortement dans l'ensemble du film. La séquence est faite de moments, malgré tout différents, fondés sur la vision de la voiture caméra. On peut considérer que son point de départ, est d'ailleurs un point de vue très particulier qui manifeste l'attrait d'Antonioni pour la présence d'images fixes dans tous ses films. En 3 ou 4 plans, le cinéaste photographie une grande peinture murale, bien connue à l'époque, je ne reviens pas sur son histoire, représentant avec humour et peut-être un petit peu de nostalgie le passé rural des États-Unis, sur lequel s'est en partie fondé autant le mouvement hippie, une partie de l'art américain, que les pensées les plus réactionnaires de ce pays. Ce déplacement pseudo-temporel inaugure-t-il du déplacement spatial très problématique que la séquence opère ? En tout cas,
on peut dire aussi qu'il produit un anachronisme ou un glissement qui intègre ironiquement la camionnette dans ce décor, dont elle n'est finalement pas exclue de par sa relative ancienneté. Elle est, elle est des années 50, donc le film est tout début des années 70, avec un relent visuel style Raisin de la colère. Cet anachronisme, ou plutôt ce décalage entre l'époque réelle et l'automobile, le film le cultive aussi avec l'autre automobile, celle qui sera conduite par la fille, et qui effectivement est une voiture ancienne dans son style années 50 très marqué. Alors si vous voulez savoir ce que c'est une Buick spéciale Deluxe 48D modèle 1951, l'autre voiture. Bien entendu, ce ne sont pas des Rolls comme dans Blow Up, et cela marque aussi sociologiquement les personnages, bien sûr, mais c'est pourtant ce décalage-là qui accompagne le décalage global du film. Le passé s'incruste dans le présent de la ville, qui semble ne pas avoir lieu, pour jouer sur l'ambiguïté de l'expression. Ainsi, lorsque la camionnette apparaît dans le champ du panoramique qui balaye la fresque, l'ensemble forme un drôle de paysage composite qui, un instant, nous transporte dans les années 50, voire au-delà, dans une traversée du temps dont il faudra attendre la fin de la séquence pour découvrir brutalement que nous en sommes revenus. Tout a l'air désuet dans le temps réel. Un dernier coup d'œil à la peinture de pick-up, et nous voilà maintenant embarqués, à moitié observateurs et à moitié observants, je ferai ici cette distinction, entre les plans filmant de l'extérieur la cabine du véhicule, observateur, et celui filmant la ville depuis l'intérieur de l'habitacle, observant. En fait, depuis le plateau du pick-up, à travers le pare-brise arrière. Il n'était pas possible d'opérer cette distinction dans Blow Up, elle ne pouvait s'appliquer aux passagers clandestins. Une constante, passer le plan du doigt d'honneur aux deux motards, vous vous souvenez de ce petit épisode, la focale longue de la caméra, quelle que soit sa position, ce qui induit un regard focalisé sur les détails, excluant le contexte ou le rendant flou. Abstrait, comme dans ce plan assez long, dont nous ne pouvons pas décider s'il est fait d'un plan continu ou d'un montage de plans plus abstraits et rapides les uns que les autres. Ce point de vue exclusif et excluant nous laisse ainsi dans cette indécision quant au temps et à l'espace dans lequel nous sommes. Du dehors, nous ne voyons que des passagers, et du dedans, que des détails du paysage urbain. Enseignes, qui semblent les mêmes depuis une époque plus ancienne, morceaux de bâtiments, commerciaux et industriels, signalisation, camions, couleurs, formes sans signification précise. Le rythme rapide et saccadé, associé à des mouvements brusques de la caméra,